Alors, bien évidemment, un micro, deux micros même vont circuler dans la salle. Je suis sûr que toutes et tous ici ont très envie d'avoir vos réactions, de répondre à vos questions aussi. Et puis je vous propose, comme d'habitude, d'initier le débat avec deux, trois petites questions un peu générales, vous allez voir. Et puis après, évidemment, la parole sera à vous. Alors j'ai envie de m'adresser tout d'abord à Blandine. Un sujet combien contemporain, ou plutôt intemporel que celui du droit des femmes à disposer de leur corps. Régulièrement, il y a une question un peu partout dans le monde de remettre en cause le droit à l'avortement, notamment aux États-Unis ces temps-ci. Mais qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce temps particulier, dans cette époque et ce contexte particulier qui était celui de la France de 1974 à un an de la loi Veil? En fait, c'est beaucoup de choses, mais je crois que pour le droit de l'avortement est un droit qui est constamment d'actualité finalement. La meilleure façon de défendre un droit, c'est de connaître son histoire. Et le MLAC particulièrement est très intéressant parce que déjà c'est une histoire qui a été oubliée, tout le monde a retenu Simone Veil et puis c'est tout. Mais c'est normal parce qu'on a besoin pour écrire le roman national de retenir souvent des grands hommes, là, en l'occurrence une grande femme, puis après on donne des noms à des rues et on fait des statues et tout ça, et donc c'est très important, mais ça me paraissait primordial de rappeler que les lois n'arrivent pas comme ça et que c'est la lutte qui amène au droit. Et voilà, en ce moment je trouve que c'est important de se souvenir que la lutte parfois paye, et quand on est nombreux ça marche pas. Nombreuses. Et au-delà de cette question du droit à l'avortement, c'est tout un tableau de la condition féminine d'alors que compose le film, puisque les personnages sont aussi des travailleuses, des militantes, des compagnes, des mères, aux prises avec soit la domination, soit l'indifférence masculine. C'était très important pour vous aussi de replacer cette lutte dans un contexte plus global, systémique, j'oserais dire. Non, je ne crois pas que ce soit qu'il y avait une indifférence masculine. Je pense que les couples souffraient de cette histoire de grossesse non désirée. Bien sûr, il y avait des femmes seules, mais si une femme tombe enceinte, a priori, il y a un homme quelque part. Donc c'était une histoire de... Non, je ne pense pas que les hommes n'étaient pas concernés dans ce combat. Je crois pas. Alors j'ai envie maintenant de m'adresser à chacune et chacun d'entre vous, aux actrices et acteurs qui nous ont rejoints sur scène. Comment avez-vous chacune et chacun rejoint le projet? Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans vos rôles respectifs et dans le projet, le discours que portait le film? Moi j'ai rejoint ce projet parce que Blandine, on s'est rencontrés pour parler du film. Et moi, c'est tout d'abord l'écriture, en fait. Avant même de la rencontrer, je trouvais que c'était une écriture extrêmement précise, extrêmement émouvante et qui m'apprenait tellement de choses. Et c'est tout un pan de mon histoire féminine et nationale que je ne connaissais pas. Donc ça m'a passionnée. Et ensuite, quand je l'ai rencontrée, c'était la manière dont elle avait envie d'aborder le combat ensemble, en fait, ce groupe et tout ce que le groupe a de force. Et c'est ce qu'on a aussi retrouvé sur le tournage. Donc, J'ai mon micro. Lucia? Oui, moi je connais Blandine depuis longtemps et j'étais très contente quand elle m'a proposé de participer à son film. Et au-delà du fait que je ne connaissais pas du tout les blagues, et du coup je me suis dit mais comment c'est fait, que cette chose, je n'ai jamais entendu parler, d'où ça vient, enfin des projets me touchaient beaucoup et puis j'ai trouvé aussi que c'était un film qui lui ressemblait. Et que cette énergie-là d'elle, elle allait porter vraiment les tournages, les choses qui s'est passé comme ça, le film lui ressemble, et c'est ça qui m'a plu. Eric? Oui, je dirais que, je sais pas, j'ai l'impression qu'en vieillissant, on choisit son réalisateur avant de choisir son rôle, je dirais. Voilà. Et donc, Blandine est venue me trouver. Et puis il y avait sa détermination aussi à rentrer dans cette histoire. Elle était totalement dans le film, puisque Blandine est venue me trouver, mais le film était déjà avancé, etc. Donc voilà, j'ai évidemment, après j'ai lu le scénario, et puis j'avais envie de participer à ça, parce que une présence masculine aussi forte
ce médecin-là, c'était important d'essayer de la défendre, parce qu'on ne va pas défendre un rôle comme ça, je ne sais pas ce qu'on va défendre. Voilà. Mais c'est surtout, je trouve, voilà, je pense qu'il vaut mieux choisir un réalisateur plutôt qu'un rôle. Voilà, je trouve. C'est important. Je précise que, bien entendu, nos amis producteurs sont tout à fait invités à participer au débat pour nous expliquer, dès qu'ils le souhaitent, pourquoi ils ont accompagné, défendu ce projet si haut et si fort. Mais j'ai envie, sans plus tarder, de me tourner vers le public. Ah ben voilà. Il y a déjà une question au premier rang. Bonsoir Blandine. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup pour le film, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est très très rythmé, j'étais dedans du début jusqu'à la fin, vraiment. J'ai pas lâché l'écran d'un œil, j'étais vraiment dedans à fond. Je suis très surpris par le film. Ma question c'était, sachant que le film il est très documenté, je voulais savoir comment ça se passe, le passage du scénario au tournage pour, entre la théorie et la pratique par rapport à l'avortement justement, comment ça s'est passé en fait. Je sais pas si c'est bien. Sur les séquences d'avortement En fait, puisque le film est très documenté, sur le scénario c'est très précis, mais pour le tournage, pour les acteurs et actrices, comment ça s'est passé en fait pour... Mais en fait, les scènes étaient très écrites, il n'y avait pas d'improvisation du tout. On a beaucoup discuté pour être sûr que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de faire. On discutait beaucoup. Hein. Et puis voilà, moi j'ai appris le geste avec les anciennes du MLAC, qui sont des dames de voilà, entre 70 et 80 ans. Elles m'ont appris le geste, et après j'ai appris le geste aux actrices et aux acteurs. Et ça c'était des moments très intenses et très émouvants. Et après pour le tournage, en fait, on tournait une espèce de continuité avec tous les gestes, pour qu'il y ait vraiment tout ce temps. India, par exemple, elle faisait le spéculum, les bougies, on faisait tout. Et moi, je tournais tout sur la personne qui pratiquait l'avortement, puis tout sur la personne qui subissait l'avortement, enfin qui était en train d'avorter. Et au montage, après, j'ai construit ces relations, quoi. Mais on tournait plutôt dans la longueur, quoi. C'était assez long, c'était des plans assez longs. Et il y avait une grande concentration et une grande rigueur, parce que les deux mots-clés pour moi, pour le MLAC, c'est vraiment la tendresse et la rigueur. C'est-à-dire qu'il y avait la tendresse de la part des femmes qui accompagnaient, qui parlaient, qui chantaient, qui prenaient soin. Et il y avait une grande rigueur de la part des médecins. Il n'y a jamais eu le moindre accident de toutes les 18 mois de pratique. Il n'y a pas eu un accident. Et donc, tourner dans la continuité insistait sur cette rigueur et cette concentration, que ce soit India ou d'autres, de bien faire les gestes. Et donc, il y avait ça se voit sur leur visage, quoi, comment ils s'appliquent. Voilà. Merci beaucoup. Et ce sont des mots d'ailleurs, la tendresse et la rigueur, qui reviennent dans la prise de parole finale des personnages de Laure Calamy. Une autre question peut-être, ou une autre réaction dans le public. Oui, Laure n'est pas avec nous parce qu'elle est en tournage, mais elle est de tout cœur avec nous. Alors, ne soyez pas timide. Voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci pour le film, il était très très plaisant, très touchant. Ma question pour ma part, du coup, c'est plus sur la réalisation, Madame Lenoir. En gros, j'ai cru ressentir l'influence du cinéma des frères Dardenne, dans la mesure où vous filmez très proche des visages des personnages, avec une caméra un peu en mouvement. Donc je voulais savoir si c'était une inspiration qui vous a inspiré justement pour ce film-là. Pas du tout. Après, j'aime beaucoup le cinéma des frères Dardenne, mais comment dire? Non, là, l'idée c'était qu'on arrête de stigmatiser l'avortement, donc on arrête de stigmatiser les femmes qui avortent, et du coup, pour les rencontrer, il faut les voir. Quand on rencontre quelqu'un, on regarde dans les yeux. Donc, je voulais qu'on voit les regards et qu'on voit aussi que tous ces regards sont accrochés à d'autres regards, qu'il n'y a pas de solitude. D'un seul coup, la solitude est rompue et personne ne regarde rien. Elles sont tout le temps en train de se regarder les unes les autres. Et c'est ça la solidarité, tu regardes quelque chose et quelqu'un tout le temps et t'es pas seul, quoi.
monsieur au premier rang. Bonsoir. C'est une question, j'ai pas de réaction en direct, mais j'ai une question en fait par rapport au choix des acteurs dans ce film. Pour avoir rencontré personnellement Laure Calamy, qui a une présence de bonne humeur et de joie de vivre, pourquoi l'avez-vous choisi? Parce que c'est un peu un contre-emploi. Et est-ce que vous avez choisi vous-même? Est-ce que vous avez voulu, pour chaque rôle, vous avez choisi chaque acteur pour chaque rôle en fait? Est-ce que vous avez tenu à choisir méticuleusement chaque personnage? Ben, oui, c'est-à-dire qu'on est en France, donc on choisit les gens avec qui on travaille. Et Laure Calamy, c'est mon 3e film avec elle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est mon amie aussi, mais c'est une actrice qui est, comment dire ça, très émotive, qui est très exploitée pour son sens du clown, qui est extraordinaire, mais qui est aussi une actrice de l'émotion. Et moi j'avais très envie de montrer d'elle aussi un aspect qui est un peu moins je sais pas comment dire, exploité quoi, au cinéma, mais elle est aussi cette fille que vous voyez là, c'est aussi ça là. C'est un clown permanent, c'est une fille très généreuse qui a besoin de faire rire tout le monde autour d'elle tout le temps. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dans une empathie très intense et qui a aussi cette grande douceur, quoi. Et oui, j'ai choisi tout le monde, évidemment. Une autre question peut-être, je vois que les mains se lèvent. N'hésitez pas à relever la main, je vous ai repéré, nous allons en venir à vous. Je voudrais en tout cas vous remercier, j'ai 77 ans, donc ce film m'a replongé dans ma jeunesse. Alors, pour ça s'entendra peut-être, je suis d'origine belge. Nous avons mené le même combat dans les années 70, puisqu'il y a eu des médecins qui ont été emprisonnés pour des avortements. Et je voudrais vous remercier parce que je pense qu'il y a toute une série de personnes, j'ai des filles qui ont une vingtaine d'années, et je crois que ce film est un film militant qui montre que rien n'est jamais acquis et que ce qu'on peut faire maintenant, ça a été obtenu par des combats de personnes, vous l'avez dit, pleines de générosité, de tendresse et de volonté de faire évoluer les choses. Alors je voudrais vous remercier. Merci monsieur. Merci monsieur. Alors, d'autres mains s'étaient levées. Veuillez relever la main s'il vous plaît. Voilà, madame. Bonjour. Il y a une dimension presque utopique qui se dégage du film avec c'est vraiment très beau, ce groupe de femmes. On dirait que c'est moderne alors finalement on n'a rien inventé. Je me demande à quel tri vous avez fait. Est-ce que c'est presque documentaire, en gommant peut-être un peu le danger des médecins emprisonnés, ou est-ce que c'est vraiment rendre hommage à ce qui s'est réellement passé, ou vous avez délibérément quand même un petit peu gommé les aspects moins envoûtants de cette belle organisation? Non, concrètement, il n'y avait pas de danger, c'est-à-dire que la police n'intervenait plus parce que c'était trop massif. À la fin, il y avait 300 antennes sur le pays, sur tout le territoire français, donc c'était pas possible de mettre tout le monde en prison. Et le principe, c'était vraiment de mettre sur le tapis le scandale et de montrer que la loi était caduque, que plus personne ne la respectait, que c'était obligé de la modifier. Et les RG prenaient des notes, comme c'est un petit peu montré dans le film, mais n'intervenaient plus. En fait, il y a eu un médecin qui a été inculpé à Grenoble, et il y a eu des manifestations tellement énormes qu'elle n'a pas été inculpée, et à partir de là, fallait juste tenir. C'était ça qui était très difficile, c'est que le gouvernement attendait que tout le monde s'épuise, et il fallait tenir jusqu'à la loi, quoi. Donc c'est ça qui a été dur. Donc nous, oui, il y a des femmes qui ont quitté le mouvement, comme c'est raconté avec le personnage de Monique qui part avec ses enfants, etc. Il y a eu de l'épuisement, de la fatigue, mais c'est tout. Il n'y a jamais eu aucun accident, jamais. Il n'y a pas eu d'emprisonnement, il n'y a pas eu de... Parfois, il y a eu sur les bâtiments qui recevaient
des antennes MLAC, il y a eu des cinémas, des librairies, parfois des services d'hôpitaux. Il y avait des fois écrit salope sur le mur, des trucs comme ça, on effaçait, puis c'était fini. Donc il n'y avait pas d'agression réelle, il n'y avait pas de... presque, il y a des anciennes militantes du MLAC qui m'ont dit presque aujourd'hui c'est plus violent. Quand on voit les... Enfin voilà, donc c'est... En fait, l'opinion publique était prête vraiment à ce que la loi soit modifiée. Une autre question, j'avais une autre main se lever tout à l'heure, là-bas. Une question et surtout une réaction. En tant que femme, moi j'ai ressenti pendant le film presque physiquement ce que ces femmes ont pu vivre à l'époque. Ça m'a énormément émue. Et ma question, c'est est-ce que ce mouvement a perduré quand même un petit peu après cette date de 1974, de façon clandestine ou autre? Alors en fait, quand la loi a été votée, c'est un peu dit, la séquence de Jardin à la fin, c'était une loi assez injuste, puisque c'était interdit aux pauvres, vu que ça coûtait 700 francs et que c'était pas remboursé, aux mineurs, et c'était 21 ans à l'époque la majorité, et aux femmes qui n'avaient pas les papiers. Et ensuite, il y avait des femmes qui n'avaient pas envie d'aller à l'hôpital, parce qu'elles savaient qu'elles ne seraient pas reçues de la même façon. Donc il y a des MLAC qui ont continué jusqu'à 83, parfois 84, pour toutes ces femmes laissées sur le carreau. Mais en fait, à partir du moment où il y a eu la loi Veil, ça devenait exercice illégal de la médecine. Donc ça devenait encore autre chose. Donc il y avait vraiment des risques quand même assez élevés. Et surtout, le principe du MLAC, c'est que c'était une désobéissance civile massive. Donc à la fin, quand il y avait 5-6 groupes, elles se sont dit il faut qu'on arrête parce que ça n'a plus de sens, quoi. Par contre, celles qui ont arrêté accompagnaient les femmes à l'hôpital pour être sûres qu'elles étaient bien reçues, ou se sont mises à militer au planning. J'en connais une qui était bibliothécaire, et dès qu'elle voyait une jeune femme, elle lui parlait, elle lui expliquait. Enfin, aucune militante n'a complètement lâché le combat, parce que c'était sans fin, et puis c'est toujours sans fin, etc. Mais toutes ont arrêté le combat avec cette espèce de regret de perdre le collectif et la lutte collective et le groupe, les amis, et ce sentiment qu'elles avaient d'être très très utiles, quoi. Et ça, c'était difficile d'arrêter. Après, elles étaient épuisées, parce qu'il y avait le boulot, les enfants, les nanas, enfin, ça faisait beaucoup, quoi. Une autre question peut-être? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Du coup, c'était juste pour vous dire merci, Blandine, pour ce film génial. Je veux dire que j'avais été extrêmement ému pendant le film, mais aussi on a ri. Et je trouve que c'est ça qui est intelligent dans ce film, c'est qu'il y a de la gravité, mais il y a aussi de la douceur et un peu de comédie qui fait mieux passer le message. Du coup, je trouve que c'est très, très intelligent. Et moi, du coup, la question que je voulais vous poser, c'était par rapport au personnage d'Annie. Et est-ce que ça a été tiré d'une vraie personne, d'une vraie femme de l'époque? Est-ce que vous êtes inspiré d'une vraie personne ou pas? Moi, je me suis appuyée sur une thèse d'une chercheuse qui s'appelle Lucille Ruot, qui a passé 5 ans à rencontrer des militants et militantes du MLAC, des médecins, non-médecins, etc. Et c'était une thèse de 800 pages dans laquelle je me suis plongée avec passion. Et à partir de là, je voulais faire 200 films différents, parce que le MLAC, c'est beaucoup de choses, c'est pas que l'avortement, c'est la lutte, c'est le collectif, tout ça. Et moi, ce qui m'a le plus touchée, c'était cette histoire de femmes qui rentrent en politique sans théorie, sans discours, sans éducation politique, qui rentraient vraiment en politique par solidarité pure, quoi, qu'aucune femme ne vive l'horreur de l'avortement clandestin, comme Audrey Diwan a pu le raconter dans l'événement, ou comme ça se passait avant. Et donc ça constituait une espèce de classe de femmes sans hiérarchie, les bourgeoises avec les prolétaires, les médecins, les non-médecins, etc. Et donc à partir de là, j'ai lu des témoignages de femmes qui, sorties du MLAC, sont devenues d'autres femmes. C'est vraiment une sorte d'empowerment très fort. Donc ça me paraissait vraiment intéressant de partir d'un parcours d'ouvrière qui
enfin nous-mêmes dans nos vies quotidiennes, on rencontre des gens qui nous ressemblent beaucoup, soit du même niveau social, soit... Et ce groupe a vraiment permis que des femmes se côtoient qui n'avaient rien... Enfin, elles ont constitué une espèce de classe de femmes, quoi, qui annulait toute la classe ouvrière, bourgeoise. Et ça, je trouve ça très beau et très fort. C'est un peu mon expérience que j'ai pu vivre moi en tant que militante aussi. Moi, j'ai milité au sein de la Barbe. Je ne sais pas si vous connaissez la Barbe. C'est un groupe de femmes où on met des fausses barbes. Et on va dans des lieux de pouvoir qui sont tenus que par des hommes. Donc voilà, on a fait plein de trucs, des conseils d'administration, des colloques. Et c'est assez impressionnant en fait. Et dans ce groupe, on était, voilà, il y avait de tout. Et c'est la première fois que je militais où pareil, il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de... Et ça m'a beaucoup appris. Je pense que je n'aurais pas pu faire ce film sans cette expérience de militantisme comme ça, très drôle. Et voilà, enfin, je sais pas. Donc Annie, c'est moi un peu, mais pas que, enfin, c'est plein de trucs. Une autre question, une autre réaction peut-être dans le public? Merci beaucoup pour ce film qui défend encore et toujours la cause des femmes, un combat qui n'est jamais fini. Et puis moi j'avais une question sur le titre, Annie Colère, parce que je ne trouve pas que la colère soit ce qui caractérise Annie. C'est une colère qui n'est pas explosive, mais c'est pas que Annie, c'est la colère de... c'est un combat de dingue quand même, cette histoire de pouvoir disposer de nos corps, et c'est la colère des couples aussi, de subir dans un couple une grossesse qui n'est pas désirée, c'est un cauchemar. C'est la colère aujourd'hui des femmes qui ont toujours autant de mal à être reçues correctement pour avorter, la culpabilité. C'était un fanzine de l'époque. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de fanzines, des espèces de papiers qui sortaient comme ça et qui étaient très, comment dire, temporaires, quoi. Il y en a un qui s'appelait Marie Colère, qui a duré 4-5 mois, et j'adorais le titre. Après, c'est ma colère aussi à moi d'avoir qu'on est encore à se battre pour ça. Et puis c'est pas fini, hein. Donc je crois qu'on s'est tout un peu endormi, parce qu'on est né avec le droit à la sécurité sociale, le droit à l'avortement, le droit au congé payé, enfin tout ça c'est un espèce de lot acquis, et puis on se rend compte avec les médecins qui prennent leur retraite, les médecins militants, je sais pas, toute cette génération-là qui a lutté pour nous, que en fait la lutte, si on la quitte, les droits on va les perdre, quoi. Donc il ne faut pas lâcher, il faut se souvenir que désobéir tous ensemble et tout ensemble ça marche, mais il faut être nombreux et nombreuses. Et les lois, on va les chercher, on ne les donne pas comme ça. Y a-t-il une autre réaction, une autre question? Je vois un bras qui se lève par ici. Merci beaucoup pour ce film. Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai été vraiment très émue. J'ai trouvé que c'était resplendissant. Cette solidarité entre les femmes, cette sororité extrêmement puissante, rayonnante, c'était vraiment très émouvant. Et voilà, j'ai eu plein de choses qui me sont venues, je me suis reconnue très souvent, c'est pas du tout, bien sûr, j'ai pas connu ça, mais j'ai entendu des histoires de mes grands-mères, par exemple, autour de ça. Mais même moi, dans ma vie, je me suis reconnue dans des réflexions, parfois, qu'on peut entendre et qui découragent. Et là, j'ai trouvé vraiment, que... Ah oui, aussi, c'est ça, que j'ai trouvé que c'était rare d'avoir des scènes aussi tendres, cette tendresse, cette douceur entre femmes. C'est assez rare dans les films, dans la vie en général. Donc, ça fait du bien. Merci. Merci beaucoup. Une autre question peut-être, ou une réaction, comme bon vous semble. Alors, ici. Je reprendrai donc la parole après. J'ai une question, juste, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une ancienne du MLAC dans la salle, peut-être? Parce que souvent, il y en a dans les projections. Non. Eh bien, moi, je suis effectivement d'avoir un
un retour d'une ancienne du MLAC. Oui, oui madame, excusez-moi, je vous ai coupé. C'est moi qui m'excuse. Moi aussi, je suis très admirative de votre travail à tous, que ce soit les comédiennes ou la réalisation, au niveau de la mise en scène, tout fonctionne et c'est vraiment un film très très touchant. Et aussi concernant l'hommage que vous rendez à Delphine Seyrig aussi, parce qu'elle est vraiment une égérie aussi parmi la jeune génération, les jeunes filles de 20 ans qui s'y accrochent énormément comme un modèle. Voilà, et je voulais aussi saluer son souvenir. En fait, Delphine Seyrig, elle a été une grande militante féministe, mais elle a été un énorme soutien pour le MLAC. Et la première démonstration de la méthode Karman, par le docteur Karman, c'était chez Delphine Seyrig, place des Vosges, devant 2 médecins du GIS, qui était le groupe Information Santé, qui étaient les jeunes médecins qui voulaient un petit peu bouleverser tout ça. Et après, par la suite, quand il n'y avait pas assez d'argent pour financer les bus des femmes qui partaient en Hollande ou en Angleterre, quand elles avaient dépassé 8 semaines, ça partait, c'était Delphine Seyrig qui finançait les bus et qui partait devant chez elle, place des Vosges. Enfin, elle a été quelqu'un de très très important pour le MLAC, tout le monde le sait pas aussi. Donc bon, il était temps de lui rendre un vrai hommage. Y a-t-il une autre question, une autre réaction au public? Ah oui, ici, monsieur. Non, je voulais dire, en fait, est-ce que vous avez eu une référence au film de Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas? Est-ce que, comment dire, est-ce que vous avez fait une référence par rapport à ça, ou est-ce que c'était une inspiration ou pas? Non, parce que c'est complètement autre chose, le film d'Agnès Varda. Déjà, c'était. Enfin, c'est un film d'époque, quoi, le film d'Agnès, et. Non, pas du tout. J'ai pas pensé. J'ai vraiment pensé à des images que j'avais jamais vues, en fait. On a essayé de fabriquer des images qu'on n'avait jamais vues, j'ai l'impression. On a retrouvé des objets des années 60. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le film questionne les relations hommes-femmes, y compris au sein de l'association, notamment à travers un certain nombre de propos que tient le personnage de Zita Enro, qui reproche par exemple à un médecin à un moment donné de les traiter en boniche. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que même dans les cercles progressistes et parmi les alliés hommes, il reste toujours un certain nombre de choses, un grand nombre de choses à déconstruire aussi. C'était important pour vous de mettre cette incise dans le film? C'est-à-dire que c'est compliqué là, en parlant des trucs, il y en a plus longtemps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes médecins militants étaient extraordinaires et sans eux, il n'y aurait pas eu le MLAC et c'était très important. Mais au bout d'un moment, les femmes médecins ou non médecins, enfin, c'est un peu ce qu'incarne le personnage d'India, c'est que les femmes médecins, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus intime. Le personnage d'India, notamment, il y avait une scène, hélas, qu'on a dû couper au montage, mais qui racontait bien son parcours. Et c'est inspiré d'un témoignage que j'ai pu lire. C'est une jeune femme qui était médecin interne et au moment du cours de médecine légale, il y était plein d'étudiants autour d'un corps d'une jeune femme de 23 ans et le médecin légiste a dit, bon, quand vous trouvez une femme de 23 ans morte dans la salle de bain, il faut ouvrir le ventre, en général dans l'utérus, vous trouvez une sonde et un fœtus. Oh, putain. Et cette jeune femme est tombée dans les pommes et après elle s'est dit, ok, moi je veux militer pour le droit à l'avortement. Et ce que je veux dire, c'est que les médecins hommes, aussi volontaires qu'ils puissent, qu'ils étaient, etc., il y avait quand même quelque chose, une dimension que seules les femmes. Oui, l'identification très forte. Et après, il y avait des médecins hommes formidables, bien sûr, mais moi, ce que je voulais mettre en scène dans le film, c'était les dissensions qu'il pouvait y avoir au sein du groupe, au bout d'un moment. Enfin voilà, pour être brève, parce que c'est très long de parler de tout ça, c'est qu'à la fin du mouvement, il y avait 300 antennes MLAC sur le territoire français. La moitié était sans médecins et sans hommes. Pour dire qu'au bout d'un moment, les femmes se sont dit, ok, on y arrive, et nous, on y va, quoi. Voilà. Mais je crois que c'est un truc d'identification. Et on
sent peut-être effectivement que c'est le personnage qu'interprète Eric Caravaca est si exemplaire d'une certaine façon dans son rapport aux femmes, c'est qu'il a vécu, lui, une expérience qui l'a fait grandir, qui lui a fait comprendre l'enjeu. Tous les médecins là, que j'ai pu rencontrer, tous, ils ont raconté que quand ils étaient en... Bon, le rôle que joue Eric, c'est vraiment un homme qui a été confronté à ces femmes au quotidien qui sont prêtes à mourir pour ne pas poursuivre une grossesse non désirée. Mais tous les jeunes médecins, ils racontaient à l'internat qu'ils avaient été traumatisés par des femmes qui arrivaient en hémorragie suite à des avortements clandestins, qu'on les curetait à vif en les insultant, en les traitant de salopes, en leur disant pour qu'elles s'en souviennent et tout ça. Ou certaines, j'ai encore fait un débat avec une ancienne du MNAC il y a quelques jours qui se souvient d'une femme qui est morte dans ses bras, parce que le médecin voulait, il faut qu'elle souffre avant qu'on lui fasse un curetage, qu'elle s'en souvienne. Et c'est vraiment des trucs qui arrivaient il y a 50 ans à l'hôpital public français. Enfin, c'est un truc qu'on n'arrive pas à réaliser, mais c'est hyper récent, quoi. Donc ces médecins-là étaient dans une colère, justement, pour rejoindre la question de tout à l'heure. Les médecins aussi étaient très en colère d'avoir vu toutes ces femmes sacrifiées sur l'autel de je ne sais pas quoi. Une question peut-être, une réaction du public. Ils ont envie d'aller faire pipi. Non, madame lève la main. Et je n'en ai pas fini avec vous, moi non plus. Moi, je voulais vous remercier encore pour ce film, c'était magnifique, c'était beau, tendre, c'était superbe. Donc merci beaucoup. Et j'avais deux petites questions. La première, elle est liée à ce qu'une personne avait déjà demandé sur la continuité du MLAC, qu'est-ce qui s'est passé après, en fait, l'avant et l'après-loi. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la question que Annie pose à la fin sur le savoir, l'acquisition du savoir et la transmission du savoir sur les années qui ont suivi, parce que il y a l'enjeu de l'avortement, mais il y a plein de choses en fait qui sont racontées, la connaissance de soi, la transmission de la connaissance. Qu'est-ce qu'elles ont fait ensuite, enfin, qu'est-ce qui a pu être fait par rapport à ça? Est-ce que ça a un peu perduré? Alors, voilà, la loi Veil, ça a vraiment fait gagner l'aspect médico-légal, c'est-à-dire qu'il y a... Voilà, c'est médico-légal, c'est-à-dire tout le côté féministe, d'émancipation, d'éducation du corps, le miroir, l'apprentissage, l'éducation sexuelle, tout ça, disparu. Ensuite, on a plutôt surmédicalisé l'avortement avec des prises de sang, des échographies, des entretiens. Ça a plutôt alourdi médicalement, alors que c'est pas une maladie. Comme on peut le voir, c'est un geste assez simple. Donc, concrètement, le savoir il est perdu. Enfin, moi j'ai appris là, mais bon. Voilà, je peux l'apprendre à des gens si. Il y a des maisons de santé, des endroits comme ça qui continuent de prendre en charge des femmes de manière globale, à leur parler. Il y a des endroits militants en France. Il y a des sages-femmes militantes très importantes, elles font un travail extraordinaire pour un salaire pourri. Donc ça, c'est vraiment un truc pour lequel on peut tous et toutes militer, si on veut pouvoir avorter et accoucher en France. Parce que les sages-femmes sont très maltraitées, mal payées, alors qu'elles font un travail extraordinaire. Globalement, les femmes, elles ont continué de militer à leur façon, mais non, le geste est perdu. Mais il y a une ancienne du MLAC qui m'a raconté avec beaucoup d'émotion qu'elle avait formé il y a 5 ans des jeunes argentines avant que la loi passe. Et elle leur a appris dans son petit appartement du 20e arrondissement de Paris le geste. Et ça lui a fait très bizarre. C'était là il y a 4-5 ans. Voilà. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, je pense qu'elle est un peu nébuleuse, je ne sais pas si je vais être très claire, c'était plus sur ce dont vous venez de parler, justement, la question du militantisme. Ce qui ressort aussi, enfin ce que j'ai ressenti dans le film, c'est que pour qu'il y ait des luttes, et les luttes sont toujours nécessaires encore maintenant, et c'est perpétuel, il faut être ensemble, mais il faut être ensemble physiquement. Enfin, on avait l'impression de voir vraiment le reflet d'une époque où les gens... il y a même la notion de toucher, elle est vraiment beaucoup là dans le film, forcément, c'est le geste, etc. Et du coup, on se pose un peu la question d'aujourd'hui, quels sont les lieux et les endroits où est-ce que le militantisme est possible? Il y a quand même, je parle d'une vieille, mais on se détache un peu tous les uns des autres et on milite numériquement, mais ces endroits-là que vous avez dépeints, où tout le monde est ensemble, où
parle ensemble, on construit, déconstruit, etc. Où est-ce qu'on les trouve? Qu'est-ce qu'elles disent les militants du Black par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a des groupes de parole un peu pour tout, partout. Il faut multiplier les groupes de parole, c'est génial. On se sent moins seul. Voilà, le cinéma, moi, je pense que c'est un lieu de lutte. Là, on est plein à discuter. Le cinéma peut permettre ça, le théâtre. C'est à nous de les créer, ces lieux de lutte. Mais après, ça peut être faire un dîner avec 10 personnes qui sont concernées par les mêmes problématiques et en parler. C'est ça la lutte, en fait, c'est juste d'être plus intelligent à plusieurs. C'est ce qu'on a essayé de raconter dans le film aussi. On est plus intelligent à plusieurs. On est plus fort, plus forte. Et se dire que chaque souffrance individuelle peut devenir une lutte collective. Et que la lutte collective apporte beaucoup personnellement aussi. Je pense que les bonnes luttes, c'est ça. Comme Annie, quoi. Elle en sort grandie. Peut-être c'est une utopie, mais ça vaut le coup. On a le sentiment aussi dans le film que vous cherchez à donner à voir la plus grande diversité possible d'expériences, de conditions sociales, de génération, de rapport au corps. Comment vous avez travaillé, notamment avec vos actrices là-dessus, comment vous avez travaillé à faire naître cet immense collectif et en incarner toute la diversité à l'écran? Parce que le collectif, il se fonde aussi au tournage. C'est un collectif qui se fonde pour rendre hommage à un autre collectif. Je pense que le casting, j'ai choisi des personnes qui sont, elles sont super, toutes et tous. Et après, je pense que quand on est actrice et acteur, quand on accepte de faire un film comme celui-ci, avec ce discours-là, il y a tout de suite une forme d'engagement. Enfin, et de ce fait, il y avait une ambiance de discussion permanente sur ce plateau. Entre les prises, tout le monde discute avec tout le monde tout le temps. Et déjà, je trouve que c'est aussi dans l'écriture, c'est qu'il y a énormément de personnes différentes qui sont représentées et le soin qui est apporté au fait de les filmer, chacune et qu'on les voit, ça c'est déjà c'est une grande partie. Et après sur le plateau, c'est vrai que c'était quand vous demandiez où est-ce qu'on peut avoir ces lieux-là, j'ai l'impression que ça peut se produire partout si on nous montre que c'est possible. Et par exemple, moi j'ai jamais tourné un film comme ça, avec cette attention aux autres, avec nous on était les médecins et puis le groupe, on accueillait beaucoup les actrices qui venaient pour une journée et c'était des séquences importantes. Venir une journée pour ça, ça peut être un peu terrifiant. Mais en fait avec l'accueil de Blandine et le nôtre, je pense, on arrivait toutes en fait à avoir on se reconnaissait les unes dans les autres et donc on avait envie de mettre en pratique ce que Blandine nous avait appris, quoi, et ce qu'elle faisait rayonner sur le plateau. Donc je pense que c'est ça, ce qu'on retrouve dans le film, c'est le soin apporté à regarder, c'est ce que tu disais en fait, à se regarder. Je me souviens d'une actrice qui venait comme ça, comme elle dit, c'était très dur pour les filles qui viennent 3 heures, notamment les femmes qui viennent avorter, et elles arrivaient et elles disaient moi voilà, je suis un peu impressionnée, et toutes elles disaient t'inquiète pas, ça va aller, exactement comme si elles venaient vraiment pour avorter. Et tout le monde était non, voilà, prends de l'autre, c'était trop mignon, quoi. Il y avait un truc très beau. Lucia, si vous souhaitez intervenir, vous avez le même sentiment, la même expérience de tournage, le même rapport au film? Oui, dans les films, je me souviens qu'il y avait comme ça. Enfin, moi, j'ai participé surtout au roman du travail, enfin, ce qui concernait le travail. Et puis après, c'était comme, enfin, le personnage c'était comme ça, une personne, une ouvrière qui connaissait pas les mouvements, et puis petit à petit, elle est introduite, et puis finalement, elle s'investit, et puis elle aide, et puis voilà. Et j'aimais beaucoup ces passages-là. Mais c'est vrai que les tournages étaient déjà. Enfin, on était immergés parce qu'il y avait beaucoup de femmes, puis on était coiffés, habillés comme à l'époque, on parlait que de ça tout le temps, enfin on était vraiment investis, on avait l'impression
On tombait sur un livre, c'était un livre de l'époque, un manuel de l'époque, les décors de l'époque, enfin, on était immergés. Enfin, je me suis mis à regarder des documentaires et à lire énormément sur cette période, parce que autant que je la connaisse, parce que je connais que des prix, donc j'ai eu envie d'aller plus loin. Je pense que l'ambiance faisait aussi qu'on avait envie d'y croire et d'apporter quelque chose. Et j'ai envie de poser la question à Eric aussi, parce que votre personnage est un allié, un soutien du mouvement, mais en même temps il est à côté, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de cette émulation collective, il intervient à un autre stade du militantisme. Comment vous l'avez envisagé ce rôle et comment vous avez envisagé la position de ce personnage? Déjà c'était un personnage qui existait, donc il y avait des images de ce monsieur, etc. Et puis oui, je pense que si on se mettait au service de cette cause, il fallait un peu se mettre de côté ou un peu penser à plutôt être au service. Voilà, je pense que c'est ce que faisait ce médecin, enfin de ce que j'ai vu de lui. Après, je ne connais pas tous les médecins et tous les hommes qui ont participé à ça, mais je pense que oui, il y a un moment où on se met de côté et puis on laisse la parole à celles qui souffrent en l'occurrence. Hein. Voilà. Donc il fallait beaucoup d'attention pour aborder le personnage, être très à l'écoute et puis de ces femmes qui venaient dans son cabinet et puis voilà, essayer de ne pas se mettre hors la loi mais en même temps défendre cette cause, enfin voilà, se mettre de côté, disparaître un peu plutôt que d'être encore devant, quoi. Je pense que c'est ce que j'avais vu de ce personnage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, d'autres retours dans le public? Alors je reprends la parole. Non. Ils veulent boire un coup. Il y a une question, j'allais dire en filigrane, mais présente beaucoup plus qu'en filigrane. Encore une fois, ça recoupe la question des rapports hommes-femmes sur un plan militant notamment. Pardon. C'est la question d'inscription ou non du combat pour les droits des femmes dans le cadre plus global des luttes sociales, salariales, des questions qui se posent par exemple entre le personnage de Laure Canoni et son mari. Comment vous avez travaillé sur cette question-là, sur ces tensions entre les mouvements pour les droits des femmes, pour les droits des femmes à disposer de leur corps, et d'autres luttes politiques? Non, je pense que le mari de Annie, il est très content que sa femme s'investisse, et il est plutôt fier d'elle, et c'est un chouette couple. Enfin... Jusqu'à un certain point, on comprend à un moment donné oui, mais je pense que si elle allait, par exemple, à la salle de sport tous les jours, elle voyait plein de gens qu'il ne connaît pas et elle s'éclate sans lui, il aurait eu la même inquiétude. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à l'avortement, c'est comme dans n'importe quel couple, quand un des deux a vraiment une vie très épanouissante à côté, il y a une espèce d'angoisse qui monte, quoi. Je pense que c'est juste ça. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question, une dernière réaction dans le public? Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à ce débat.